Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre et l'émergence de la pensée magique, épisode 1. Il existe un phénomène assez récurrent chez les consommateurs de psychotropes et de psychédéliques en particulier. Il advient souvent après une expérience forte à connotation spirituelle. Dans leur esprit émerge un nouveau rapport au monde. Peut-être qu'il serait plus pertinent de dire que ce rapport au monde se déploie plus qu'il n'émerge. Il existait auparavant, mais était en quelque sorte bridé par la fine toile de conditionnement que notre civilisation a tissée au sein de notre psyché pour nous permettre d'y survivre. La principale caractéristique, selon moi, de ce nouveau rapport au monde, c'est la conviction qu'il est possible d'interagir avec l'univers en utilisant des moyens autres que ceux habituellement admis, c'est-à-dire autrement que par les sens. La conscience peut communiquer et agir dans d'autres plans que le plan matériel. L'anthropologie appelle ce rapport au monde « pensée magique ». Alors je trouve qu'il y a une petite connotation paternaliste dans ces termes que je ne partage pas, mais je vais quand même les utiliser faute de pouvoir proposer mieux. Alexandre fait partie de ces occidentaux qui ont renoncé à la toute-puissance de la raison. C'est arrivé après un long séjour dans la jungle amazonienne. Alors, je suis très heureux qu'il ait accepté de témoigner, parce que je trouve que son récit permet de mieux comprendre comment la pensée magique peut reprendre une place prépondérante, même dans un esprit occidental qui n'est pas, à l'origine, structuré pour cela. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis né en Allemagne. Mon père était journaliste, il a voyagé, pas mal déménagé. Lui est américain, ma mère française, avec des origines ukrainiennes, polonaises, de part et d'autre. Donc un mélange un peu de différentes origines. Donc il travaillait en Allemagne, à Munich, quand je suis né. Une famille classe moyenne, je dirais, avec pas de grands moyens financiers, mais plutôt un background un peu bourgeois, en tout cas du côté de ma mère, de mon père. Mon grand-père était pharmacien, donc le père de mon père. J'ai été scolarisé du coup pas mal dans des lycées français à l'étranger, ce qui est aussi assez particulier comme ambiance. Beaucoup d'expatriés, de fils de diplomates, de fils ou de filles de PDG, tout ça. À mes 18 ans, voilà, je suis parti de la maison pour m'installer tout seul. J'étais en Belgique, où j'ai commencé mes études d'anthropologie. Et globalement, une famille plutôt agnostique, pas du tout ouverte sur la spiritualité, a priori, peut-être plus ma mère d'une certaine manière, qui était intéressée par l'astrologie, des choses comme ça, mais en tout cas du côté de mon père, très rationnel. Une famille aussi avec des origines juives, d'Europe de l'Est. Donc voilà, mes grands-parents qui ont émigré aux États-Unis il y a très longtemps, grands-parents que je n'ai jamais connus, donc fin 19e, il me semble, qu'ils ont émigré en tant qu'enfants à New York. Et voilà, donc élevé dans une culture bilingue, américaine et française, avec une certaine ouverture sur le monde, sur la culture et sur les arts, mes parents étant très portés sur les arts, la musique, la peinture, la littérature, mais pas du tout sur tout cet aspect, je dirais, spirituel ou énergétique. Voilà. L'enfance a été relativement heureuse. Après l'adolescence, un peu plus compliquée, avec beaucoup de désir d'autonomie, de rébellion, d'exploration depuis un assez jeune âge. Et après l'enfance, voilà, il y a eu certains environnements, certains climats qui ont été favorables, notamment ce que ma mère a pu nous donner, à moi et ma sœur. Par contre, de la part de mon père, c'était beaucoup plus distant, en fait. Mon père lui-même étant maniaco-dépressif depuis à peu près le moment de ma naissance, en fait, en reparlant avec ma mère. Donc quelqu'un de très effacé, pas présent, assez agressif, dans une violence verbale, alors pas physique, mais voilà.
Donc mitigé, je dirais. En fait, il y a certainement il y a eu beaucoup de blessures, de traumas qui ont été vécus, comme je pense bon nombre d'êtres humains dans ce monde. Donc ouais, mitigé, je dirais. J'ai déménagé à 18 ans, je me suis fait aussi virer de la maison par mon père à 18 ans. Donc il y avait un climat un petit peu pas très sain, pas beaucoup de soutien non plus dans ce que j'entreprenais, ce que je faisais. J'étais un bon élève, mais comment on peut dire ça? J'allais pas beaucoup en cours. Je séchais beaucoup les cours, donc j'avais certains dons dans le domaine de, je sais pas, de l'intelligence ou de l'apprentissage, mais pas un mauvais garçon non plus. Mais voilà, j'ai commencé à fumer assez tôt. J'ai été explorer aussi le monde des drogues, des fêtes assez tôt, à partir de 15 ans. Voilà, ça a été, je dirais, le premier contact aussi avec des éléments psychotropes. Mais en fait, le premier contact, ça a été avec le cannabis. Mon père lui-même fumait du cannabis depuis pas mal de temps, depuis qu'il a été à la guerre du Vietnam, il me semble, en tant que journaliste. Et donc, c'est à travers aussi en fait, l'herbe de mon père, assez jeune en âge, que j'ai eu le premier contact avec les substances psychotropes qui altèrent la conscience. Et ça a été le cannabis. Et ce qui a aussi, j'imagine, fomenté, ancré des informations qui sont celles de mon père et qui m'ont été transmises aussi dans une forme d'addiction à cette plante ou à d'autres plantes. Et voilà, mon cheminement de vie, c'est aussi ça a été aussi comment gérer, accepter, transformer ces choses en moi-même. Avec, je pense, une grosse carapace, une énergie très yang, hein, donc dans une envie de faire, d'apprendre, voilà, des grands projets en fait qui m'habitaient, et je me suis construit probablement une bonne armure hein, pour survivre entre guillemets à ma condition en tant qu'enfant, adolescent, et puis ce qui m'a aussi poussé finalement à poursuivre mes rêves qui se sont portés vers les médecines des plantes, notamment l'Amazonie, les peuples du monde, hein, parce que c'était à travers aussi de mes études d'anthropologie, mais ça j'en parlerai dans une autre question. Il y a l'aspect, je pense, d'anesthésie, bien sûr, de fuite d'une réalité, de sentir mieux, mais c'est qu'une petite partie. Je pense qu'effectivement, si ça a été aussi le cannabis qui m'a permis de développer toute une conscience à un assez jeune âge. Alors ça va être une conscience artistique, un intérêt pour la musique très fort, où j'écoutais beaucoup la musique. À cette époque-là, je jouais pas vraiment de musique, ça a été par la suite que j'ai découvert ça. Mais juste dans la nouvelle perspective en fait que ça peut offrir de regard sur le monde, de regard sur soi-même, sur notre propre conscience, d'ouvrir cette sensibilité-là qui à l'époque n'était pas intégrée comme étant spirituelle. Ce concept est venu bien après, mais il y avait déjà les prémices en fait de cet intérêt, de cette ouverture, qui se sont traduits par la suite, pas très longtemps plus tard, vers mes 13-14 ans, par un intérêt sur le chamanisme. Et d'ailleurs, c'est mes parents, je crois, qui m'ont offert un livre de Castaneda. Ça a été le premier livre que j'ai lu à 13-14 ans. Donc, ils ont été guidés aussi pour mettre certaines choses sur mon chemin. Hein. Je les remercie pour ça. Voilà, avec des aspects positifs, évidemment, de l'ouverture, de la réflexion, de la sensibilité, et puis des aspects négatifs, de l'enfermement, de la fuite, hein, des émotions, de ce qu'on porte et de ce qu'on a du mal à gérer. Donc il y a toujours ces doubles aspects dans l'utilisation des plantes en général. Et rétrospectivement, je vois ça comme étant plutôt positif. Enfin, je le vois comme étant juste en tout cas, ni négatif ni positif. Ça a amené évidemment, ça a pu renforcer certaines choses, mettre des couvercles sur beaucoup de choses émotionnelles en moi, issues des traumas de l'enfance et de l'adolescence. Et en même temps, ça m'a aussi beaucoup soutenu et ouvert de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives sur le monde. Ensuite, après le cannabis, je pense que ça a dû être à travers les teufs en France. Hein, à ce moment-là, j'étais en banlieue parisienne. J'ai dû prendre un ecstasy, je devais avoir 15 ans, mon premier ecstasy. Mais ça, j'ai jamais été trop fan ou jamais trop apprécié les drogues
de ce genre-là, on va dire ecstasy ou amphétamine ou cocaïne, qui sont plus dans la stimulation, où il n'y a pas forcément cette réflexivité qui s'ouvre sur soi, hein, où on est plus entraîné dans des plaisirs fugitifs, mais sans avoir de recul sur vraiment l'expérience qui se passe. Et j'ai dû rencontrer, je pense, les champignons ou le LSD vers les 15-16 ans. Et je me rappelle encore, en fait, vu que c'est venu après la prise d'ecstasy, par exemple, que la première fois que j'ai pris un carton d'LSD, et c'était en teuf, en free party, la réalisation instantanée que c'était vraiment pas du tout l'endroit adéquat pour utiliser ce genre de substance, de ce qui m'entourait, de l'énergie que je pouvais percevoir. Évidemment, ça ouvre la conscience. Alors, est-ce qu'on est tous prédisposés à ça? Je pense qu'on a tous la capacité, mais bon, on a peut-être des prédispositions selon chacun à percevoir les choses, à avoir la conscience qui s'ouvre sur certaines choses. Et donc, très rapidement, en découvrant les psychédéliques, j'ai mis ça de côté. C'est pas quelque chose que je voulais prendre quand j'étais dans des soirées, soit teuf ou un festival ou tout ça, mais plutôt dans un espace, et ça assez jeune, dès le début de cette découverte, plutôt dans un espace de sécurité, chez moi, dans ma chambre ou dans la nature, dans des espaces de nature qui sont agréables. Donc ça, c'était une première réalisation, et pourtant, j'en étais pas encore du tout à rechercher quelconque croissance spirituelle ou désir d'expandre ma conscience. Ça s'est fait de manière très inconsciente, finalement, cet attrait, cet appel, comme une exploration des zones de la conscience, une exploration de moi-même. C'est que par la suite, qu'à travers mes intérêts plus personnels, culturels, sur les peuples du monde, sur les cultures du monde, les médecines du monde, l'anthropologie, l'ethnologie en général, que j'ai pu vraiment aller connecter et rencontrer et me renseigner sur les utilisations plus sérieuses, entre guillemets, plus sacrées, plus traditionnelles de ces plantes entéogènes ou psychédéliques, selon comment on veut les appeler. Donc ça s'est fait petit à petit, et j'ai continué. Je pense que ça n'a pas duré quelques années, peut-être à aller sortir en teuf, tout ça. J'ai toujours eu un pied dedans et un pied à l'extérieur. J'ai vu des amis à moi qui sont rentrés vraiment dedans, qui se sont même perdus dans les drogues et tout ça. Et j'ai toujours eu un garde-fou à ce niveau-là. Donc même si j'avais une utilisation assez régulière du cannabis et peut-être d'autres drogues, il y a toujours eu une réserve. Et finalement, mon chemin m'a amené à aller creuser vraiment la prise et l'application plus profonde de ce que nous offre Mère Nature à travers ces plantes. Donc j'ai entrepris des études d'anthropologie à l'ULB en Belgique, à Bruxelles. Quelque chose que je porte dans mon âme profondément, je pense, c'est un grand intérêt pour l'humain. Qui m'a motivé en tout cas à faire ces études, c'est de vouloir en savoir plus, de comprendre mieux un peu les blocs de construction fondamentaux de la conscience humaine, et cela à travers la découverte, l'étude de différentes cultures et des différents moyens que les peuples ont usés pour faire sens de leur monde à travers les rituels qu'ils ont pu développer, la médecine qu'ils ont pu développer, leur cosmologie. Donc j'avais un grand intérêt pour tout ce qui est la mythologie, la cosmologie, donc la manière de voir la réalité au sens large, le cosmos, et comment l'homme s'intègre dans ce cosmos. Aussi pour l'aspect plus social, mais c'était peut-être moins ce qui m'intéressait, de trouver en fait ces points communs à travers toutes ces cultures qui nous permettraient de mieux comprendre l'homme et qu'est-ce que l'humain porte en lui de si particulier, qui peut être utilisé pour le mal comme pour le bien, pour la destruction comme pour la création. Il y avait cette curiosité-là de mieux comprendre, je pense, qui nous sommes, qui je suis, et un intérêt, une curiosité pour ce qui est différent, ce qui est autre, pour toute la diversité, en fait, la richesse qui existe dans ce monde, de tous ces peuples qui ont trouvé, qui ont généré des cultures différentes dans différents écosystèmes, différents milieux ambiants, et tout en gardant cette certitude ou cette conviction qu'il y a
quelque chose fondamentalement semblable, en fait, unique dans l'être humain, dans sa conscience. Donc c'était pouvoir trouver ce bloc commun à travers aussi la découverte, l'étude de différentes perspectives et cultures. Ce qui est un peu le but de l'anthropologie, un peu comme ça que ça se présente. Et ça a été un peu comme mes études du lycée. J'ai pas été beaucoup en cours durant mes études. J'ai bien passé mes examens. Souvent, je révisais en dernier moment. Donc, un pied dedans, un pied dehors. Mais bon, j'ai pu m'enrichir quand même. Il y avait certains cours qui m'intéressaient fort, notamment tout ce qui a trait à la psychologie, l'anthropologie, l'ethnologie, l'anthropologie médicale. Mais la sociologie aussi, dans une certaine mesure, pouvait m'intéresser. Mais c'était moins l'aspect sociologique de l'étude de notre société que moi je perçois comme étant quand même décadente. C'est plus la redécouverte une réminiscence d'une pureté. Alors est-ce que c'est la recherche d'une pureté initiale? Je sais pas, c'est un peu toujours le mythe du bon sauvage. Il y avait sans doute une forme de nostalgie là-dedans, dans ma recherche, une nostalgie de ce que l'homme est véritablement, de ce que l'on a perdu et de ce que finalement certaines plantes dans certains contextes peuvent nous permettre de reconnecter et de réapprécier. Et c'est avec tout cela en tête qu'Alexandre décide de partir 2 ou 3 mois en Amazonie pour faire un travail anthropologique de terrain qui consiste à suivre une diète auprès des Shipibo. C'est un peuple indigène qui a accédé ces dernières années à une notoriété mondiale grâce à ses pratiques médicinales qui incluent notamment la consommation d'ayahuasca. La diète, c'est un peu une institution dans les cultures amazoniennes qui sont en relation intime avec les plantes médicinales. C'est très une institution chez les Shipibo, avec qui j'ai vécu, mais dans d'autres peuples, d'autres familles linguistiques aussi, plus au nord, il y a toujours ce principe d'une forme de réclusion, de limitation dans ce qu'on peut ingérer quand on va prendre des plantes maîtresses qui vont nous enseigner. Ça s'exprime un peu différemment selon les peuples, mais c'est quelque chose qui est de base présent chez tous. Donc c'est vraiment là la demande du monde des plantes, du monde des esprits de la nature, que de demander à l'apprenti de se purifier de la sorte pour pouvoir intégrer ces nouvelles essences, ces nouvelles pneumas presque, on peut appeler des souffles. C'est comme ça que parlent les Shipibo, beaucoup à travers le souffle, le niwe, l'air en fait. Qui va être à la fois l'air, le souffle et l'énergie, un peu comme chez les Chinois aussi. Le qi, c'est aussi le souffle vital, c'est pas que l'énergie. Il y a 2 types de diètes différentes, une diète d'apprentissage et une diète de guérison. Les 2 se chevauchent aussi, mais voilà, les diètes vont être données à des malades, par exemple, qui ont une maladie certaine ou qui ont été frappés par de la sorcellerie ou que ça s'exprime à travers quelque chose, un mal dans leur corps, un handicap ou autre chose. On va leur donner des plantes qui vont les guérir, mais on va leur demander aussi de suivre certaines restrictions alimentaires et sociales. Alors les diètes pour se soigner sont moins strictes que les diètes d'apprentissage, mais dans la mesure du possible, la personne, évidemment, doit éviter de manger ça, éviter d'avoir des relations sexuelles et garder un espace, parce qu'il s'agit d'un espace. En fait, la diète, c'est un espace. C'est un espace et un temps qui est dédié à une connexion et à l'incorporation d'essences subtiles, d'énergies subtiles qui proviennent du monde végétal, du monde même animal, et je dirais au-delà, des diètes avec des esprits bien plus élevés qui sont pas dans la réalité matérielle de notre Terre, mais qui sont sur d'autres plans dimensionnels. Les diètes peuvent être en lien avec différentes choses, pas que les plantes. Ça peut être des diètes d'animaux, des diètes d'énergie. On peut diéter l'énergie de son maestro ou l'énergie du feu ou d'autres choses. C'est très ouvert et c'est intéressant d'ailleurs de voir sous un regard plus anthropologique comment ils ont aménagé ça aujourd'hui. Alors j'ai entendu parler de diète pour être un bon joueur de football ou un bon musicien ou pour bien attirer les femmes. Enfin voilà, il y a des plantes qui peuvent être prises et ingérées pour plein de choses. Mais de base, c'est principalement pour se guérir. Et là, le chaman va donner la diète de telle manière et telle manière pendant tant de temps. Telle plante va être prise avec ces restrictions-là. Et puis la diète d'apprentissage, c'est une diète qui est plus longue, qui demande plus d'implication, bien sûr. Là, il y a une isolation vraiment de la personne sociale et on se retrouve dans la nature. Et la restriction alimentaire aussi sont un peu plus appuyées. Et la diète d'apprentissage, comme j'expliquais avant, ça va être pour purifier le corps, purifier l'esprit, afin de recevoir ces nouvelles énergies, de recevoir ces connexions du monde spirituel, du monde végétal et des autres esprits de la nature et du cosmos. On fait de la place et ensuite on donne un espace et un temps pour
faire de la place pour connecter avec toutes ces énergies et les intégrer, bien sûr. Et donc le processus de diète, il y a une ouverture et une fermeture qui est fait par le chaman. On ouvre l'espace, on canalise les énergies, on les incorpore, on fait la connexion avec les plantes, les esprits des plantes, on vocalise au monde des esprits combien de temps la personne va diéter, pour quelles raisons. On guide les esprits et les plantes à aller venir travailler sur cet aspect-là ou sur cet aspect-là. Et la diète ensuite est fermée, protégée, et il y a une sorte d'espace post-diète, d'intégration aussi. On doit faire quand même un peu attention, surtout quand ça a été une longue diète de plusieurs mois. Évidemment, le corps est plus habitué à plein de choses, donc ça peut créer des chocs. Quand on revient à la ville, quand on va manger un morceau de chocolat ou qu'on va être en contact avec une personne, on est tellement ouvert et sensible énergétiquement et psychiquement que voilà, il y a plein de techniques à apprendre, et c'est une question aussi à chacun de se positionner justement. Le tabac va évidemment être un grand protecteur là-dedans, les parfums aussi jouent un rôle de protection de l'aura, de l'espace énergétique de chacun. Donc voilà ce que je peux dire sur la diète. Ouais. Alexandre va donc partir à 21 ans, seul en Amazonie, avec quelques contacts sur place pour suivre une diète Shipibo. Avant de partir, je vous rappelle juste que vous avez la possibilité de m'aider financièrement à produire le podcast grâce à une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, Alexandre nous racontera ce qu'il a vécu lors de sa diète. D'ici là, portez-vous bien.